Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur ton radar en bourse cette semaine? C'est Elon Musk qui va faire parler de lui. Encore une semaine où on parle de Musk, mais c'est pour les résultats financiers au deuxième trimestre de sa compagnie Tesla. Et Wall Street scrute le déploiement des robots taxis. Il n'y en a pas beaucoup en circulation, mais c'est un test au Texas. 175 véhicules. On va regarder si ça fonctionne bien et comment justement c'est utilisé, le danger, s'il y a des accidents, etc. Et puis, on va surveiller le bénéfice attendu de Tesla. On s'attend à quelque chose comme une augmentation de 35 % sur un an. C'est quand même énorme, avec des revenus de près de 27 milliards. Et à Google aussi, c'est attendu mercredi après la clôture. On s'attend à une augmentation de 21 % des revenus et les investisseurs vont vouloir être rassurés sur le Google Cloud, sur YouTube et sur les retards du modèle Gemini par rapport aux concurrents comme Claude ou encore OpenAI. Et puis, il y a FactSet qui projette une augmentation pour justement cette semaine. On va avoir les chiffres de croissance du bénéfice du SP500 dans son ensemble. On prévoit près de 24 % d'augmentation. C'est quand même énorme et ce serait un deuxième trimestre consécutif au-dessus de 20 %. Alors, ceux qui disent que la bourse est trop chère, ça, c'est une bonne mesure parce que si les profits augmentent, ça veut dire que finalement, la bourse était peut-être bien évaluée et peut-être sous-évaluée selon des critères basés sur la croissance. Oui, puis ça souligne aussi le danger d'essayer de synchroniser le marché. Puis moi, je vais acheter là, quand ça va être plus bas. Je veux dire, honnêtement, c'est une des pires stratégies que tu peux pas avoir financièrement parce que souvent, l'autre stratégie qui est d'investir régulièrement, peu importe. Puis oui, des fois c'est haut, des fois c'est plus bas, mais disons, sur ton coût d'acquisition, là, quand tu regardes ça sur plusieurs années, ça va venir à un moment donné par se stabiliser. Ben ça aussi, cette donnée pour le S&P 500 qui regroupe donc les 500 plus grandes entreprises à la bourse américaine, c'est assez révélateur. Hey Fabien, c'est quoi ce PIX, cette révolution financière brésilienne qui enrage le président Trump? Ouais, ça va marquer l'imaginaire. J'ai l'impression qu'il y a un monde financier avant et après PIX. C'est aussi révolutionnaire que ça. C'est un système de paiement instantané au Brésil qui a été créé et opéré par la Banque centrale brésilienne. C'est ni plus ni moins qu'un organisme à but non lucratif. Ça fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est sans frais. C'est ça qui est hallucinant. Et la participation de toutes les grandes banques présentes au Brésil a été obligatoire lorsque ça a été lancé et 68,7 milliards de transactions ont eu lieu l'année dernière. C'est une augmentation de 52 %. C'est 5 000 milliards de dollars en valeur qui s'est échangé. Mais aujourd'hui, c'est de ça que se servent les Brésiliens pour faire toutes leurs transactions devant les cartes de crédit et devant le cash. C'est hallucinant, ça se fait à partir d'un téléphone et le fait que ça soit sans frais, je crois que c'est ça l'attrait majeur. Mais assez que ça enrage donc l'administration américaine qui se dit « Ah, il y a quelque chose là-dedans. Non, vous pouvez pas vous passer de nous. » Parce que les transactions, même en dollars US, se font sans passer par les banques américaines. Et là, ça a créé une commotion parce que des pays comme l'Inde est intéressé à emprunter le modèle mis sur place par la Banque centrale brésilienne. D'autres pays s'y intéressent. Et quand on entend ça, Alexandre, on va se dire « Non, mais pourquoi le Canada n'a pas pris une ligne directrice là-dessus? » Il y en a une, mais c'est retardé. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne à pas de tortue, la recherche et le développement là-dedans. Mais nos grandes banques canadiennes freinent volontairement, on peut le dire, l'innovation pour protéger les frais élevés et protègent aussi les géants américains qui sont des partenaires. Puis ça, dans le modèle américain, d'avoir le Canada qui soutient très, très près, de manière très proche, les Mastercard, les Visa, c'est aussi quelque chose. Mais il est clair que ça prend une volonté politique très forte pour rattraper le retard parce que le Canada est en retard par rapport au Brésil en ce qui a trait à la finance. Et personne n'avait pu prévoir ça. Non, et c'est là qu'on voit, tu sais, nos intérêts à nous, ils sont où là-dedans, Fabien? Parce que là, c'est les intérêts des grands, après ça, de ces géants, notamment de la finance. Puis là, nous, on est là, puis là, on essaie d'exister à travers ça. Puis, il faut prendre des parts des actions des banques canadiennes pour en profiter. Ah, c'est ça qui arrive, je comprends. Là. Bon, Larry Fink, du paria de Wall Street au maître de la finance mondiale.
Oui, c'est un nom qu'on n'entend pas parler souvent et je t'en ai même jamais parlé lors de nos rencontres financières. Larry Fink, c'est le président de la compagnie BlackRock. BlackRock, c'est les iShares. On connaît bien, Mais oui, c'est les bien fonds plus négociés en que bourse. ça. Alors, les fonds négociés en bourse, mais c'est 15 000 milliards sous gestion. C'est la plus grande financière au monde. Et l'actif sous administration est plus important que le PIB du Japon et de l'Allemagne réunis. Oui, c'est carrément colossal. Mais ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que Fink, c'est un outsider. C'est un gars qui est diplômé de l'Université de Californie. Il est débarqué à New York dans les années 80. Il joint la First Boston. Et puis lui, il réussit à négocier avec beaucoup de talent des titres adossés à des hypothèques, qu'on appelle aussi du marché du crédit particulier, là, sophistiqué. C'est du dérivé, mais il a réussi à faire en un trimestre une perte de 100 millions de dollars à son employeur et on l'a foutu à la porte. Mais l'histoire raconte qu'il a emprunté 5 millions pour partir une société en 1986 qui est BlackRock. Et puis, ça grossit au fil des acquisitions. Notamment, il a réussi à acquérir Meryl Streep, Meryl Lynch, je confonds avec l'actrice, incroyable. Hein? Mais la Barclays, ça c'est en 2009, lors de la crise. Alors en 2009, je pense que c'est là vraiment qu'ils ont mis le pied dans l'univers des FNB. Mais cette entreprise-là, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle a un programme informatique qui s'appelle Aladdin. C'est un peu comme le génie dans la lampe magique, mais Aladdin, c'est un logiciel de gestion de risque. Et chaque jour, Aladdin surveille près de 20 000 milliards d'actifs pour 200 institutions financières mondiales. Alors, c'est de la gestion de risque. Ils sont devenus de grands savants, des experts là-dedans. Ils peuvent anticiper les risques de certains fonds souverains, ce qui fait que BlackRock ne travaille pas uniquement que pour BlackRock, mais travaille pour toutes les banques canadiennes, l'ensemble des banques américaines, des banques européennes, banques du Japon, nommez-les. Mais c'est une façon de voir le risque venir et ils sont rendus tellement influents que quand il y a des crises, le gouvernement américain demande à BlackRock de faire des modèles mathématiques pour les moyens de s'en sortir. Alors, c'est devenu une entreprise incontournable. Mais attention, elle est peut-être gigantesque, mais elle a une valeur boursière moitié moindre que la Banque Royale. Et on se dit, comment ça se fait? Ben, c'est que BlackRock ne possède à peu près rien, sauf son grand logiciel, Aladdin. Puis la Banque Royale, ben, elle a des actifs tangibles, elle a des immeubles, elle a aussi des sources de revenus multiples avec les frais financiers, comme on en parlait plus tôt. Mais il y a tellement des personnages à Wall Street plus grands que nature. Tu sais, oui, il y a Larry Fink dont tu viens de nous raconter, mais tu sais, Jordan Belfort, tu sais, qui avait vraiment fraudé beaucoup de monde avec Stratton Oakman, a fait de la prison et finalement, après plusieurs années, il s'est refait, il donne des conférences, puis c'était le film Le Loup de Wall Street, hein, tu sais, qu'il l'a remis sur la map, a écrit un livre, et là, il a quand même réussi à se refaire financièrement, et c'est la fameuse phrase « Vendez-moi ce stylo ». Hein? C'est cette scène du film mythique avec Leonardo DiCaprio. Hey, merci Fabien, salut!